Hello, salut à tous. Donc on va faire un petit live aujourd'hui, on va parler un peu de l'expérience de l'animation avec Yann Le Gall et Ken Artaud, qui vont pas tarder à me rejoindre sur le live. Du coup en attendant, j'attends un peu leur arrivée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne petite journée, un bon petit week-end. Hop. Donc j'avais déjà invité Ken. Tant que voir si le live fonctionne. Ah, pardon, il n'y a personne. Salut, Ça va les gars? Vous Ça m'entendez? va? Cool. Oui. Bonjour tout le monde. La cam. Donc c'est parti. Donc je commence par tu peux commencer par te présenter Yann, peut-être? Ouais. Tu penses qu'il y a suffisamment de monde là pour qu'on commence à parler tout de suite ou on attend encore un petit peu que les gens arrivent? Je pense qu'on peut commencer à parler déjà, puis au fur et à mesure, de toute façon on pourra revenir sur certains points si les gens Ok. ont des questions, etc. On va avoir un peu du mal à rentrer dans Premier live. dans le cadre Ken et moi, donc on va alterner. Est-ce que déjà tout le monde nous entend ou pas? Ouais, c'est peut-être bien de faire un test pour savoir. Moi déjà je vous entends bien. Ouais, Ok. très Est-ce bien. que les gens, eux, vous entendent? Je sais pas, j'ai l'impression que ça a l'air de fonctionner. Ken. Il y a quelques têtes connues qui se pointent. Ah bah ça c'est sûr, on va pas manquer de se faire... Oui. de se faire Merci Lou. Bon, très bien. On va pouvoir commencer alors tranquillement. Cool. Au max. Donc bonjour à tous. Voilà, je suis Yann Le Gall. Je travaille au Japon en tant que chef décorateur. Je suis actuellement en train de faire la direction artistique d'une série originale pour Crunchyroll. Et puis voilà ce que je peux dire pour l'instant. Je suis au Japon depuis, je suis arrivé au Japon la première fois en 2008. Donc ça fait 12 ans que j'ai commencé à travailler ici. Voilà. Donc Ken, à toi. Oui. Bonsoir. Bonjour. Ken Artaud. Je suis donc Kengaman, c'est-à-dire Animateur clé. animateur clé en France. Et je suis en ce moment au studio 4C en tant que freelance. Et du coup, en ce moment, je bosse sur leur long métrage en tant qu'animateur clé. Et je bosse pour d'autres studios en tant que freelance dans mon temps libre. Et ma première aventure au Japon, c'était en 2011. Voilà. J'interromps, j'ai vu passer une question sur le chat, quelqu'un qui demandait satellite avec un point d'interrogation. Je ne sais pas si ça s'adresse à moi, mais non, je suis plus à... C'est vrai que j'ai travaillé beaucoup pour le studio Satellite, mais je travaille dans un autre studio actuellement. Voilà. Donc, à toi, Mehdi. Donc c'est à mon tour. Ok. Alors donc en gros je suis un animateur à la base. J'ai fait une formation 3D à départ. Donc j'ai commencé par une formation 3D. J'ai fait 3 ans dans une première école de 3D et 3 ans à Superfocom. Donc 3 ans à l'IM et 3 ans à Superfocom, deux écoles de 3D différentes. Puis au final, j'ai arrêté la 3D pour me consacrer à l'animation 2D. Parce qu'au fur et à mesure de mon cursus, j'ai découvert qu'au final, j'aimais de plus en plus dessiner, j'aimais de plus en plus animer en 2D, etc. Voilà, cursus qui n'a rien à voir avec mon débouché actuel, enfin, à peu près. Donc là, actuellement, parce que tu empiètes un petit peu sur les débuts, mais là, actuellement, tu es animateur clé. Tu as travaillé pendant combien de temps au Japon? Parce que là, tu es en France. Du coup là, pour mon expérience au Japon, c'est environ 3 ans et demi, 4 ans, puis environ. Au Japon, hein, je parle. L'expérience au Japon et l'expérience en Genga, elle est environ 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment commencé par un studio de 3D, on va dire un peu 3D 2D, pour ensuite me rapprocher plus du Genga avec un premier studio franco-japonais qui s'appelle Yapiko. Donc en gros, voilà. Et Actuellement, tu travailles avec Ken sur ouais. un long métrage à 4C, c'est ça? C'est ça. En ce moment, on travaille au studio 4C avec Ken. Moi, à la base, je le faisais au Japon, puis je suis venu en France, donc par la suite, pour travailler en remote. Donc voilà. Donc, comme on en avait parlé entre nous,
je voulais qu'on aborde le sujet au début pour commencer en fait vraiment à rentrer dans le vif du sujet, Yes. de parler un petit peu de notre passion pour l'animation japonaise, de ce qui a créé en fait le déclic qui nous a donné Yes. envie enfin, qui a fait qu'on s'est intéressé d'abord à l'animation japonaise et qui nous a vraiment poussé à venir jusqu'au Japon. Ok, bah, c'est parti. Bah, du coup, je commence. C'est Mervyn. Merci pour la dédicace. Vas-y Mehdi, commence. C'était quoi ton premier choc Premier choc. animation japonaise? Ouais. En fait, moi je me souviens que j'avais vraiment commencé à être, enfin, ça m'avait un peu interpellé l'animation japonaise déjà un peu à l'école, mais sans me dire que ça serait possible d'y travailler. C'était un pote qui m'a fait découvrir justement ce qu'on appelle l'animation Sakuga, c'est-à-dire des animations, enfin, selon nous, selon l'Europe, en tout cas, c'est des animations qui sont très dynamiques, réalistes, avec des timings et des actions qui sont vraiment originales comparé à ce qu'on a nous, en Europe. C'est pas du tout la logique Richard Williams, c'est vraiment différent. La Et du grosse coup, anime qui ça tabasse. m'avait déjà. Comment? La grosse anime qui tape. Ouais, voilà, la grosse anime qui tape, même pour des actings, même pour des actions, enfin, pour plein de trucs différents. Et du coup, je me suis dit, wow, c'est stylé ce truc-là. Et après, voilà, je me suis arrêté un peu là. T'as des sans titres en vraiment- particulier ou des plans en particulier faits par des animateurs en particulier qui t'ont particulièrement marqué au début? Bah, en fait, moi, les trucs qui m'ont. Enfin, au début, j'ai d'abord été très marqué par le réalisme de certaines œuvres. Tu vois, genre, par exemple, les œuvres de Satoshi Kon, genre Paprika, Perfect Blue, voir les plans que tu avais dans ces films et tout, c'était vraiment hallucinant. J'ai aussi été beaucoup touché par Magnetic Rose. C'est un film qui fait partie d'une série qui s'appelle Memories. Qui m'a aussi beaucoup. Enfin, toujours dans le réalisme, qui m'a toujours impressionné, quoi. Puis après, voilà, au fur et à mesure, j'ai découvert aussi un peu les œuvres de Yuasa, comment dire, avec Tekken King Kids, ce qu'on appelle Amer Béton en français. Et Man Game aussi. Peut-être des animations qui sont complètement folles, du coup, qui sortent en fait du registre réaliste, tout en s'en décollant pas totalement dans certains aspects, mais qui prennent des libertés qu'on n'avait pas l'habitude de prendre, en fait. Ouais, et Et puis qui on est sont. d'accord que c'est des trucs qu'on voyait pas du tout en Non, France, quoi. non, ni en Oui, en France, ni aux fait, États-Unis, ni nulle part, en fait. ni nulle part. Il y avait vraiment, Ouais, c'était très spécifique au Japon. c'est ça. Et puis avec des variations de modèles. Tu vois, si tu travailles si tu travailles pour des projets américains, de base, tu auras un modèle, tu ne pourras pas trop en déroger, tu auras une sorte Ouais, ouais. de Et cahier des charges. l'uniformisation, pendant longtemps, l'animation 2D, ouais, enfin, vue par à la façon Disney, c'était une uniformisation totale en fait du style de dessin. Ils Exact. travaillaient énormément là-dessus. Alors qu'au Japon, même s'ils avaient, ils cherchaient en fait à atteindre ce truc-là, ils se permettent aussi de temps en temps d'être un peu plus libres et de laisser en fait s'exprimer l'animateur au sein d'une œuvre. Enfin, ça arrive pas tout le temps, mais c'est une des spécificités de l'animation japonaise et c'est vrai que c'était assez. Enfin, moi, c'est un truc qui m'a séduit aussi. Carrément. C'est vraiment. Enfin, ces œuvres-là, moi, qui m'ont assez marqué. Puis après, bien sûr, les classiques, Akira, etc., quoi. Enfin, c'est des grosses œuvres aussi. Et après, ça m'a moins marqué pour l'animation, mais plus pour l'ambiance. Tu vois. Et voilà. Donc voilà, pour ma part, en tout cas, un petit peu les bases directionnelles qui m'ont un peu attiré vers Et toi, l'animation. Thierry, du coup, Qu'est-ce qui m'a marqué? Qu'est-ce qui m'a fait rentrer dans l'animation japonaise? ouais. Enfin, le premier souvenir que tu as où tu t'es dit, tiens, ouais, je sais pas, Je veux faire de l'anime japonaise. c'est japonais, c'est bien, et c'est ça que j'ai envie de faire plus tard. C'est un peu compliqué pour mon cas, parce que j'étais un peu baigné dans les deux côtés. Pour expliquer vite fait aux gens, ma mère est japonaise et mon père est français. Donc, pour ma part, j'étais baigné dans un peu cette culture du Club Dorothée sur TF1. Donc, je regardais des animes à ce moment-là, le matin. Et après, quand j'allais au Japon avec ma mère, j'étais aussi attaqué par les animes, les mangas au Japon. Donc, enfin, je sais plus. Enfin, j'ai baigné un peu tout petit, tu vois, et du coup, je sais plus ma grande découverte, qu'est-ce qu'était l'animation japonaise. Pour moi, c'était un truc naturel et tout. Enfin, je découvrais, c'était ma vie de tous les jours. Mais ce que je me souviens vraiment, l'œuvre qui m'a vraiment, qui m'a fait waouh, c'était pas un waouh où je voulais faire de l'anime japonaise, mais c'est un waouh, putain, c'est Un truc beau. qui t'a marqué, qui t'a Ouais. touché. Et je me souviens, c'est que j'avais 8 ans et c'était sur Princesse Mononoke.
Et ouais, Tu regardes Princesse Mononoke à 8 ans, tu m'étonnes. En plus, à ce moment, j'étais turbulent, enfin, je faisais des bêtises, on me met devant Princesse Mononoke, je ferme ma gueule, tu vois. Ça m'a calmé. Et du coup, voilà, et du coup, c'est mon premier souvenir, enfin, un de mes souvenirs, putain, l'animation. Enfin, là, c'est beau. Et après, je sais plus, au début, quand je voulais faire l'anime, enfin, non, au début, je voulais devenir mangaka. Puis, c'était quand j'étais au lycée où j'ai rencontré d'autres gens j'étais à un lycée qui s'appelait lycée Saint-Géraud. Et en fait, il y avait d'autres gens qui connaissaient l'animation japonaise. Mais eux, c'était vraiment de l'animation japonaise où ça bougeait et tout. Ouais. Alors que moi, j'aimais l'animation japonaise parce que c'était telle adaptation de manga et tout. Je voyais juste, c'était l'adaptation, du coup, c'est cool. Parce que le manga, je l'aimais bien. Mais je ne voyais pas toute la partie Sakuga, l'animation et tout. Et une fois, quand je disais, ouais, ça c'est bien, je me dis, putain, ton truc que tu m'as conseillé, c'était de la merde, ça bougeait pas, c'était juste des images fixes et tout. Et c'est là où j'ai découvert que l'animation, il y avait des gens qui regardaient ça, qui s'intéressaient à ça aussi, ouais. Par rapport au mouvement. Quoi. Ouais, voilà, Donc, toi, c'était plus en fait l'histoire et l'ambiance qui le marquaient. petit fanboy manga animé, tu vois, qui se soucie pas encore comment c'était fait, quoi. C'était juste, c'est cool, c'est beau. Et puis après, où les découvertes, où j'ai appris qu'il y avait des écoles d'anime et tout, et du coup, vas-y, c'est là où j'ai commencé à bifurquer. Non, je voulais pas faire du manga, plus faire de l'animation. Et après, le moment où je voulais faire de l'animation japonaise, c'était au fur et à mesure, et c'est là où j'ai eu la chance de faire quand j'étais à ma première école d'anime, où on me disait, vous devez faire un stage. Vas-y, je sais parler japonais, pourquoi je tenterais pas un stage au Japon? Donc j'ai tenté. C'est un enfoiré privilégié qui parlait déjà japonais avant de venir ici. Ouais. Ok, tu voulais dire un truc, Mehdi Non, mais je voulais juste préciser aussi que, ouais, par rapport à Ken, aussi, la culture que tu avais, par rapport à parler un petit peu de la double culture dans laquelle tu as baigné, pour qui t'a amené aussi. Peut-être ouais, totalement, c'était vraiment, enfin. Ouais, je sais pas, les mangas. Enfin, je sais plus comment j'ai découvert les mangas. Quand t'allais au Japon, t'allais au Combini, t'avais des trucs. T'étais baigné directement dedans. Quoi. Ouais, Et je pense que quand t'étais gamin, t'as dû voir aussi des films de Disney. Ouais, je regardais aussi, du coup, j'imagine ce qui passait à la télé en France. Ah oui. Moi, je regardais. En fait, tout ce qui était dessin animé, je regardais. Ouais. Je regardais Bip Bip et le Coyote, les Taz et tout. Qu'est-ce qui a fait que, quand tu as eu le choix en fait, de t'orienter, de choisir entre les deux, tu aurais très bien pu, tu vois, après ton école d'animation, rester travailler en France, par exemple. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi vraiment l'animation japonaise par rapport à l'animation occidentale? À l'époque, par rapport aux animés d'occidental que j'avais vus, en fait, c'était juste épisode par épisode. Il n'y avait pas une continuité dans l'histoire. Alors que dans les animes japonais, la plupart c'était des adaptations, ça suivait une trame principale et tout. Les épisodes se suivaient. Et du coup, tu voulais voir la suite. Et en tant les animés occidentaux, tu n'avais pas ça. Ouais. Et du coup, ok, tu mets ton épisode. Ils avaient compris un truc, en fait, très, très tôt, tu vois, le fait d'avoir des choses feuilletonnantes, en fait, ça rend les gamins accros, quoi. Après, tu as envie de voir la suite de ton histoire. Exactement comme les séries américaines qu'on bouffe sur Netflix ou autre. Les Japonais avaient mis ça en pratique très tôt, et en tant que gamin, moi je sais que personnellement, j'en reviendrai là-dessus après, mais ça m'a pas particulièrement frappé. C'est pas le truc qui m'a marqué le plus, mais j'ai plein de potes comme ça qui me disaient c'était vraiment important pour moi de voir la suite de mon épisode avec mon héros. Je voulais savoir comment est-ce qu'il allait vaincre le méchant et tout. Puis ils avaient l'art de s'arrêter. Ils avaient l'art du cliffhanger aussi. Bien sûr. Ils étaient très forts là-dessus. Et puis après, en termes de dessin, je trouvais, vu que c'était un peu plus réaliste, un peu plus technique, c'était plus chargé. Voilà, du coup, j'avais une préférence pour ce genre de dessin-là, tu vois. Ouais, t'as une mise en scène qui te prend moins pour un enfant, en fait. T'as une mise en scène qui est plus adaptée à des gens. En fait, le shonen, c'est un peu pour les adolescents, c'est pas pour les tout petits, quoi. Du coup, t'as une mise en scène qui est des fois un peu filmique sur certaines productions et tout. Alors là où du Disney, tu vas avoir quelque chose d'assez théâtral, et ça change un peu, en fait. C'est pas la même chose.
Ouais, et puis les histoires qui étaient un peu plus pour. Enfin, c'était pas pour les animés, c'était pas pour les enfants, tu vois. Non. Il y avait un peu de tout, tu vois. C'était ça qui était. C'était très fort. Quand au Club Dorothée, clairement, on a bouffé des trucs qui n'étaient pas spécialement destinés Je pense que sans se rendre compte, public, ils ont pris ça pour au des jeune enfants. public. On a bouffé certains trucs un peu trop tôt, mais Ouais. c'est clair que ça nous a marqué du coup. Mm. Donc, du coup, moi, je vais parler un petit peu de mon cas. Yes. Alors, justement, le Club Dorothée, moi, je l'ai bouffé aussi quand j'étais gamin. J'étais particulièrement fan des Chevaliers du Zodiaque. Mais c'est pas forcément ça qui a été le déclic. Je regardais pas forcément la télé tous les jours et du coup, je loupais pas mal d'épisodes, ce qui fait que les séries feuilletonnantes, c'est très Ouais. bien quand tu peux les suivre Ouais, mais chaque quand t'as la jour. télé, Quand tu tombes sur un épisode de temps en temps et que tu as loupé 5 ou 6 épisodes, tu sais plus trop ce qui se passe et bref, ça m'a pas empêché d'apprécier énormément, mais c'est pas forcément le truc qui a été le déclic, quoi. Euh, En gros, vraiment le déclic pour moi, ça a été, c'est pas passé par l'animation. J'ai eu un parcours un peu plus, euh, pas aussi direct que ça, mais en fait, c'est le jeu vidéo. Ouais. Étant adolescent, je me suis mis aux jeux vidéo. J'ai eu une PlayStation. Et le gros choc, ça a été Final Fantasy VII. Quand j'ai commencé à jouer à ce truc-là, clairement, je m'attendais pas. Je savais pas vraiment ce que j'avais entre les mains. En gros, les jeux vidéo auxquels j'avais joué jusqu'à présent, c'était des trucs vraiment jeux, quoi. Des Super Mario, des shoot 'em up, des jeux de combat. C'était des trucs ludiques. Et avec Final Fantasy, en fait, je me suis retrouvé avec euh, un média, enfin un jeu qui te proposait une histoire, des personnages forts, des graphismes hyper détaillés, un univers incroyable, etc. Et ça a été vraiment le premier truc qui m'a énormément marqué, quoi. En voyant ça, vraiment, je me suis dit, enfin, ça a commencé à germer dans ma tête sans que ce soit aussi conscient tout de suite, mais vraiment, c'était genre, je veux faire ça, quoi. C'est vraiment le genre de choses que je veux faire. Et donc, j'ai continué à jouer aux jeux vidéo comme ça. Euh, Au lycée, de ma dernière année de lycée, je me suis mis au manga. Grâce à un pote, en fait, dans ma classe de terminale qui dessinait aussi, qui était fan de manga, et enfin, on s'est tout de suite évidemment très bien entendu et il m'a fait découvrir plein de trucs. Donc, il m'a fait vraiment découvrir les classiques Dragon Ball, City Hunter, Eyes, Gun, Evangelion en manga, parce que j'ai lu Evangelion en manga avant de voir l'anime. Donc voilà, voilà, les mangas c'était au lycée. Ce pote-là, en fait, lui avait déjà en tête de se lancer dans une carrière de dessinateur. Donc il s'était déjà renseigné sur les écoles, etc. Et c'est grâce à lui en fait que j'ai entendu parler de l'école Pivot, que je me suis Pivot, que j'ai commencé là-dedans, quoi. Et l'animation elle arrivait bien après en fait, à l'école Pivot et au Gobelin après, où j'ai été entouré de gens qui étaient passionnés d'animation japonaise et qui m'ont fait découvrir plein de trucs. Et je vais empiéter déjà un petit peu sur les études et le parcours. Ouais. Comme ça fera la transition sur la suite. Parce que moi, c'est pas fait vraiment. Le déclic pour l'animation japonaise et ensuite le Japon, ça s'est fait vraiment petit à petit. Et c'est au Gobelin où, première année au Gobelin, grâce à des potes, j'ai découvert Mind Game, Fooly Cooly, Paranoia Agent. Je connaissais déjà les Ghibli et Ghost in the Shell et quelques films de Satoshi Kon. Mais vraiment, j'ai découvert des trucs bien plus underground au Gobelin et Dead Leaves, les trucs de Takeshi Koike, etc. Et j'ai vraiment découvert une anime qui était extrêmement fun, extrêmement créatif visuellement. Il y avait plein de styles différents. Je sentais que les mecs qui faisaient ça, ils s'amusaient. Je trouvais quand même des trucs avec du fond, avec des histoires vraiment touchantes, avec un style de dessin qui était extrêmement élégant, voilà, qu'on ne trouvait pas du tout en France. Et ouais, tout ça, ça m'a vraiment marqué durablement. Et encore quelques années après, j'ai eu un intervenant de Gobelin, David Ancinas, qui avait travaillé au Japon pendant 2 ans au studio Ghibli. Donc c'était à l'époque de Princesse Mononoke, donc ça date il y a quand même un bon bout de temps. Et il était revenu en France et on a eu la chance de l'avoir en intervenant de Gobelin. Et
d'entendre parler du Japon et comment ça se passait là-bas et tout. Enfin, c'était fou, quoi. Et je commençais à me dire, ah ouais, en fait, c'est possible pour des Français d'aller travailler là-bas. Et voilà, l'idée commençait à germer petit à petit comme ça. Après, j'ai rencontré lors d'un stage Alexandre Ullmann, qui est plus connu sur Internet sous le pseudonyme Malek. En fait, on s'est super bien entendu justement grâce à notre passion de l'animation japonaise. Et lui avait à l'époque aussi déjà prévu de partir travailler au Japon. Il mettait des sous de côté, il apprenait le japonais, il était vraiment super motivé et tout. Bon, voilà, il m'a un peu motivé à partir. C'est en partie à cause de lui que je me suis retrouvé au Japon. Donc voilà, on pourrait parler après. Est-ce que j'enchaîne directement pour parler de justement de. C'est vrai. Ah, c'est vrai qu'on peut parler de ça. Ah, tu étais bien lancé sur la partie école. Ouais, sur la partie école, ouais. Bah, pour résumer, ouais, voilà. Moi, j'ai pas d'autre chose à dire que j'ai fait d'abord 3 ans à Pivot, 3 ans en Gobelin ensuite. Et que, ouais, ça m'a. C'est évidemment des bonnes formations et je suis très content de ce que j'ai fait là-bas. Mais ce qui m'a vraiment le plus influencé, c'est les rencontres des étudiants qui sont aussi passionnés que toi. Et clairement, sans ces potes des Gobelins, si je dois les citer, c'est Marietta Rennes et Ludovic Blanchot en particulier. Sans ces personnes-là, je n'aurais pas autant découvert de choses en animation japonaise. Et il y a le forum Katsuka aussi. Je traînais beaucoup sur le forum Katsuka à l'époque. C'est beaucoup de gens qui lui doivent beaucoup. Ouais, j'ai découvert plein de choses en animation japonaise. Et ouais, c'est ça qui m'a. Sans ces gens-là, ouais, je pense pas que je serais parti. Ça n'aurait pas éveillé autant ma curiosité. Clairement. Michael ? Ouais, si tu veux parler de la formation. Ouais, je raconte ma life. Alors, pour ma part, déjà, on va reprendre un peu vers le lycée. J'étais en échec scolaire. C'était un truc lycée généraux et tout, j'en branlais pas une. J'étais juste sur les dessins, tu vois, de faire de manga, animé et tout. Voilà. Et bon, tu dis ça au conseiller d'orientation, tiens, t'as un truc qui s'appelle. Oh là là, si on commence à parler des conseillers d'orientation au lycée. Ouais, mais c'est pour te montrer qu'à l'époque, c'était. Je pense qu'on a tous eu des expériences un peu traumatisantes comme ça. Bref. Et du coup, ils me disent tiens, lycée Saint-Géraud, ça fait du communication art graphique. Et communication art graphique, c'est juste le domaine de la publicité, c'est juste visuel, pub. Tu dessines un peu, tu vois, parce qu'il faut juste expliquer un peu le design et tout, et du coup, tu as une étape du dessin. Du coup, j'ai fait un CAP, puis un bac pro là-dessus, et c'est là où justement j'ai commencé à rencontrer 2 personnes qui m'ont un peu influencé, ou savoir pour l'animation, ou le domaine d'animation, comme c'était Alex Fage et Ulysse Malassagne. Parce qu'en fait, je m'entendais mieux avec Alex Fage, enfin plus avec Alex Fage, qu'en fait il me disait que ouais, il y a un gars à l'école, il s'appelle Ulysse Malassagne, le premier à à rentrer à Gobelin à l'âge de 17 ans, tu vois. Et moi je connaissais pas Gobelin, tu vois, du coup. Milieu pas Ulysse. Ouais. Et il disait que c'était une école d'animation et tout, la meilleure en France et tout. Et c'est là où je commençais à un peu, ok, l'animation, ça se fait comme ça. Ah, il y a des animes qui bougent plus que d'autres et tout. Du coup, là, je me suis dit, ok, je vais plus me diriger du coup dans l'animation. Et après ce lycée, du coup, j'ai tenté plusieurs écoles. Je suis rentré dans un DMA, cinéma d'animation. Et ça dure 2 ans, tu vois, ce DMA, c'est le DMA cinéma d'animation de Clermont-Ferrand. Et c'était la première, on était la première série. Et il fallait faire un stage. Et du coup, c'est là où je me suis dit, bon, je vais tenter un stage au Japon. Ça peut se faire. J'ai envoyé plein de mails à des studios, tu vois, en écrivant en japonais. Bonjour, j'aime ce que vous faites, je kiffe, prenez-moi en stage s'il vous plaît, je fais ce que vous voulez et tout. Et j'avais envoyé une vingtaine de mails pour juste 5 réponses. C'est toujours comme ça. Pour ceux qui sont encore jeunes, qui n'ont jamais postulé pour obtenir un premier emploi dans l'animation, c'est toujours comme ça. Tu envoies plein de mails et tu te prends peut-être une réponse pour 20 ou 30 mails envoyés. Ouais, là j'étais content d'avoir des réponses. Ils disaient non, désolé, on ne prend pas stagiaire. Non, les stages, c'est pas dans on va dire dans la culture, dans notre optique et tout.
Bon, ok, désolé. Et il y avait un studio qui m'avait dit oui. C'était le studio de Télécom Animation Film. Je dis chouette. Et du coup, j'en ai préparé, tu vois. Sauf que c'était en 2011. En 2011, il y a eu un grand tremblement de terre au Japon. Et, Oui, j'étais là. et après, le studio il m'envoie un mail. Ouais, tu veux toujours venir. Ouais, c'est. Fukushima, il y a de la radiation. Ouais, et moi, je savais pas si. Vu que c'était ma première et peut-être dernière occasion, je me dis, ouais, pas de souci, j'y vais, pas grave. J'y suis allé. Et du coup, j'ai fait 3 mois de stage là-bas. Et c'était 3 mois où j'ai beaucoup appris. Enfin, c'était super intéressant, tu vois. Où en termes de dessin, en termes d'exposition de dessin, enfin, franchement, c'était cool. C'était un univers où tu comprenais. Ah ouais, c'est comme ça. Tu terminais le lycée à ce moment-là, c'est ça? Non, j'étais en DMA. T'étais en DMA, Du d'accord. coup, j'étais dans une formation Bac plus 2. Ok. Et attends, c'était en 2011, j'avais 22 ans. Ok. Et pour moi, putain, c'était plein d'informations qui rentraient dans ma tête et tout, c'était trop cool. Et du coup, ok, j'ai fait un stage, c'est trop bien. Et du coup, je retourne en France, tu vois, et je me dis, putain, le Japon, c'était classe et tout. Puis après, à Télécom, il y avait l'ancien directeur qui s'appelait Takeuchi-san. Et il m'envoie un message, ouais, je vais être à Paris et tout, je vais faire la Gobelin Summer School. Voilà. Il me dit, ouais, j'ai besoin d'un traducteur, est-ce que tu es libre? Je dis, ok. Et du coup, j'ai fait la Gobelin Summer School avec lui et, pour l'aider dans la traduction. Et du coup, j'apprenais aussi un peu avec les intervenants des Gobelins. Et parmi ces intervenants, à la fin, tu avais Thomas Romain. Il n'était pas vraiment intervenant en fait. Il a fait un talk. Ouais, non, il a accompagné avec Kawamori. Il a accompagné Shoji Kawamori. Et je me suis dit, j'ai envie de retourner au Japon, refaire une expérience de stage et tout. C'est marrant parce que on était tous les deux dans la même salle. Dans la même salle, ouais. Je pense qu'on on se connaissait pas à l'époque. Ouais. On s'est pas du tout parlé. Ouais. Mais on était là. C'est fou. Je me souviens qu'il y avait un blond. C'était Vincent qui était. Ah, il était là. Ouais, je crois. Et du coup, Thomas m'avait filé sa carte, tu vois. On n'a pas pu se parler que ça. Il m'a filé sa carte et tout. Merci. Voilà. Et puis je voulais faire un autre stage. Et à ce moment-là, j'étais à l'AMK. Maintenant, après, du coup, ouais, j'étais à l'AMK maintenant. Et il fallait faire un stage. Alors à l'AMK, j'ai fait plein de stages. Fait autant des stages à Angoulême et tout. Mais après, j'ai voulu retenter un autre stage, voir un autre studio au Japon. Pour savoir, parce que le studio que j'ai eu à Télécom, c'était cool. C'était cool, c'était bonne ambiance et tout. T'avais la flamme. Et est-ce que peut-être tu peux dire les animés qu'ils ont fait Télécom, parce que c'est un studio assez historique. Hein. Alors, qui existe toujours et qui est un vieux studio. Ouais. Télécom, si on va vraiment le citer pour un film, ce sera le château de Cagliostro, premier film de Miyazaki. Et en fait, le studio a été fondé par des vétérans de l'animation, notamment Otsuka Yasuo, qui était accompagné du coup de Miyazaki et de Takahata. Yasuo Otsuka, c'est vraiment un pilier de l'animation japonaise qui est pas très connu, mais qui... c'était le mentor de Miyazaki. Ouais, le mentor de Miyazaki. Il a écrit un bouquin au Japon qui, si je dis pas de conneries, c'est un peu l'équivalent du livre de Richard Williams en Occident, quoi. C'est vraiment les animateurs japonais connaissent tous ce bouquin-là. C'est les clés, vraiment les bases de l'animation japonaise, expliquées de manière très simple. Et comment dire, oui, il avait fait en fait je précise juste ça parce que c'est assez important de parler de lui en ce qui concerne la présence des Français au Japon. Il a fait une masterclass en France, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'était au début des années 2000. Il y a plein de personnes en fait des anciens élèves des Gobelins, donc des élèves des Gobelins de l'époque, qui ont participé à cette masterclass et qui ont eu l'opportunité de partir au Japon après cette masterclass. Alors, je crois que c'est lui, hein, parce que je sais qu'il y a un autre animateur, et là, le nom tout de suite ne me revient pas en tête, je ne voudrais pas dire de bêtises. Il y a un autre qui est venu l'année d'après, ou 2 ans après, bref. Mais Yasuo Otsuka, voilà, il a fait une masterclass, et il a proposé à des animateurs, à des jeunes animateurs français, de venir faire un stage à Télécom, et c'est là que Christophe Ferreira et Eddie Meong sont venus au Japon.
Donc il a lancé en fait ces deux personnes-là qui sont toujours là actuellement. Et il y avait Thomas Romain qui était à cette masterclass, Stanislas Brunet qui était là aussi, qui sont venus bosser au Japon après, plus tard, et qui sont installés. Enfin, Thomas est toujours au Japon. Donc ouais, voilà, c'est un monsieur important dont le nom n'est pas bien connu, mais à la fois dans l'animation japonaise, il a un rôle très important et il a fait beaucoup aussi pour la présence des Français au Japon. Ouais. Et du coup, c'est du coup le fait du. Enfin, j'avais connu Télécom et tout, où j'avais bien kiffé l'ambiance et tout. Mais Télécom, à la base, c'était créé par Yasuo Otsuka pour viser l'international, tu vois. Sauf que ça n'a pas trop marché. Ils ont fait beaucoup de productions. Ils ont fait Little Nemo. Ils ont fait Cyber Six. Ils ont fait Batman, c'est eux qui ont fait Batman. Batman. Ils ont fait Batman. La série, en fait, Batman, qu'on regardait tous à la télé quand on était petits, le Batman de Bruce Timm, ça a été animé au Japon, au studio Télécom. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les Animaniacs aussi qui ont été. Il y a pas mal de séries Disney d'une certaine époque. C'est plutôt Warner Bros. Warner Bros. Pardon. Warner Bros. Mais ils ont fait des trucs pour Disney aussi. Des trucs avec Picsou, je ne sais plus quel héros. Mais ouais, Warner Bros. Et Disney. Ils ont il y a fait pas mal d'animés des années 90 qui ont été animés au Japon par Télécom. Voilà. Et après, Télécom, ça s'est recadré vers le Japon et tout, enfin dernièrement là. Mais du coup, pour revenir sur mon deuxième stage, j'ai contacté directement Thomas pour dire oui, je voudrais faire. J'ai déjà une expérience de stage au Japon en tant que Doga qui est intervalliste au Japon et sur papier et un peu aussi sur numérique. Et j'ai dit ouais, je voudrais tenter aussi à Satellite. Puis du coup, il m'a mis en contact avec le staff. Et du coup, j'ai pu faire un stage à Satellite en 2014 où je t'ai rencontré la première fois. Enfin, non, c'est là où je t'ai rencontré. On s'est présenté. Oui, c'est ça. Et l'ambiance à Satellite, c'était différent de Télécom. À Satellite, c'était un peu plus l'usine. C'était en mode. Ils étaient plus au taquet. Tu voyais, quand je voyais les animateurs à côté de moi, ils devenaient un peu. C'était des animateurs ou justement des dogas? C'était des dogas. Il y avait un key animator derrière moi. J'étais dans la table des dogas, mais c'était l'hécatombe. C'est très. Dans la plupart des studios, comme ça, c'est très silencieux, très studieux. Et je peux croiser des collègues qui vont à peine dire bonjour le matin, qui vont pas te parler du tout de la journée. Enfin, rentrer chez eux le soir, en général, c'est toi qui pars avant eux. Parce qu'ils restent bosser toute la nuit. Mais ouais, c'est un peu ce genre d'ambiance. Enfin, moi, j'ai travaillé pendant longtemps à Satellite et c'était un peu ça aussi. Il y a Claire qui te fait un big up à Satellite. Toi-même, tu sais. Et puis c'était sur papier, donc. Et là, le papier, j'aime. J'aime le papier, c'était agréable, le crayon et tout. Mais le doga, c'est le clean japonais. C'est la ligne propre. Pas de pète, elle est propre, tu vois, on demande limite du vecteur Illustrator. Et des fois, tu dis, putain, mais si c'était sur numérique, ce serait plus simple. Pour un petit dessin comme ça et tout, il me demande de faire tout propre avec, ça bouge juste d'1 millimètre avec 3 inters et tout. Putain, sur numérique, ça va plus vite. Ça c'est les jeunes, ça, parce qu'à mon époque, tu vois, on n'avait pas le choix. Mais clairement, il y a un côté rétro. Il y a un côté rétro au Japon dans plein de choses et l'animation, notamment dans le process, ils sont très rétro aussi. On gardera ce sujet-là pour une autre fois, mais il y a beaucoup de choses à dire. Du coup, je l'ai fait, tu vois, je l'ai fait méticuleusement. Et du coup, la chef de gars qui regarde, putain, je t'ai bien débrouillé. Tiens, je t'en refile la même, tu vois, encore plus dur et tout. Enfin bref, du coup. Mais c'était cool, l'expérience. T'as fait combien de temps un stage de gars à Satellite? Alors, Télécom, c'était 3 mois. Et Satellite, c'était 4 mois. Du coup, c'était bien, c'était intense et j'ai récupéré des selles. Oui, j'ai récupéré certains selles, on me les avait filés. Des selles ou des papiers quoi. Des cellulos. Enfin, s'il me parle de cellulos, oui, j'ai eu des cellulos. Mais du coup, c'était ma deuxième expérience. Et là, je me suis dit, ok, en fait, tout dépend de certains studios. Il y a certains studios qui sont un peu plus cool et d'autres où. C'est trash. En parlant de trash, c'était le rythme. Tu voyais que le studio ne prenait pas trop soin de leurs animateurs ou en mode. L'ambiance dans ces studios-là n'est pas forcément très. En mode armé, quoi. C'est pas très convivial. Ouais, voilà. T'avais
Enfin, ouais, tu sais pas si ouais, ça te dirait une petite bière. Tu vois, enfin, déjà, c'est pas trop dans la culture et tout, mais enfin, on a fait une petite bière, mais c'était vraiment pour la fin quand je terminais mon stage. Tu vois. Voilà. Donc ça, c'était ma deuxième expérience. Et après avoir terminé l'MK, c'était en mode, enfin, enfin, oui, j'étais maintenant, je savais, oui, je veux bosser au Japon, quoi. Je voulais bosser au Japon, j'ai vu que c'était dur. Bah, enfin, enfin, j'ai vu à quoi m'attendre, tu vois, j'avais déjà eu 2 expériences, je sais à quoi m'attendre, bah, go, quoi. Et à ce moment-là, oui, j'avais rencontré Eddie Mehong, Ouais. que j'ai revu justement en 2015 à Annecy. Mhm. Et je lui dis, bah, ouais, je cherche du taf au Japon. Et il m'a mis en relation avec un studio qui s'appelle Graphinica, qui aura été du coup mon premier studio où j'aurais taffé pas en tant que stagiaire, mais vraiment travaillé rémunéré. Et c'était un studio juste numérique, voilà, digital, il ne faisait pas de papier. Et du coup, j'ai appris aussi tous les softs, et tout, enfin certains softs japonais et tout. Et donc voilà, j'ai commencé mon aventure au Japon, vraiment à travailler en fin 2015. Je reviens juste sur ce que tu disais, ouais, c'est intéressant parce que en gros, tu auras fait 2 stages, mais souvent pour la plupart des gens, tu vois, les stages que tu fais au Japon, c'est un truc où tu mets le premier pied dans le milieu et tu gardes les contacts. Et quand le premier boulot que tu vas trouver après, ça va être souvent avec la boîte où tu as fait ton stage. Et toi, ça n'a pas été le cas. Tu as fait 2 stages et tu as vraiment été travailler dans une autre boîte. Ouais, parce qu'en fait, je voulais découvrir bien plein. J'ai vu que c'était différent dans chaque studio. Ouais. Et j'ai Télécom, enfin, si j'arrivais pas à trouver, je pense que j'aurais retourné à Télécom. Ouais, je serais retourné à Télécom. Mais en fait, après, c'est ma mentalité. Pour moi, j'aime bien tracer ma route. Et si je reviens sur un autre studio, j'ai l'impression de faire un peu du surplace. Ou enfin, j'ai l'impression de retourner en arrière. Et c'est. Pour répondre à une question dans le chat, il faut savoir que l'industrie de l'animation au Japon, c'est 80% c'est papier et 20% c'est numérique. Il y a pas mal de questions dans le chat, dont certaines sont intéressantes, mais tu reviens dessus. Je ne sais pas si on ne va pas interagir de toute façon avec toutes les questions. Vas-y, hein. De toute façon, c'est libre. Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'on développe un petit peu ce qu'on avait prévu, les trucs dont on avait prévu de parler. Déjà, au moins terminer la présentation de Mehdi et tout. Parler de Mehdi, de ton parcours. Et après, on pourra plus se concentrer sur la question. Ouais, de ton parcours et comment est-ce que tu es arrivé en fait à travailler au Japon? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler? En fait, c'est un peu une succession de hasards, parce que je n'avais pas prévu de travailler au Japon à la base, en fait. Ouais, je pense que de ce côté-là, contrairement à Ken, en fait, qui avait vraiment son idée plus ou moins précise dans sa tête assez tôt. Ouais. Non, moi, on a un peu dérivé. Ouais, clairement. Ça se fait un peu avec des rencontres et des coups de chance. Ouais, voilà, c'est pas mal de rencontres aussi. Oui, bien sûr. Mais si j'avais pas Takeo-san, si j'avais pas Thomas Romain, si j'avais pas Eddie. Mais tu aurais peut-être trouvé un autre moyen, quoi. Ouais, voilà. Parce que tu as quand même fait des démarches d'envoyer des mails à des studios en japonais. Moi, jamais j'ai fait ça. Et je pense que si j'avais pas eu une occasion en or de partir au Japon, je serais jamais parti. Et c'était en 2011 quand j'avais fait mon premier stage à Télécom. Le premier Français que j'ai rencontré qui bossait dans l'anime, c'était Christophe. Christophe Ferreira. Ouais, forcément, parce qu'il il était venu avec Télécom lui-même en tant que stagiaire quelques années avant toi. Ouais, voilà. Donc vas-y Mehdi, parle-nous un peu de... Donc c'est parti. Donc moi, comme j'expliquais un peu au début, en fait, j'ai commencé par une formation 3D au départ. Je savais pas du tout. Moi, je sais que je voulais m'orienter un petit peu vers. Ça m'intéressait le milieu du film, d'animation, des effets spéciaux, ce côté un peu technologique et tout. Ça m'intéressait au départ. Donc, j'ai fait une première école de 3D qui a duré 3 ans. On a fait une première année où on spécialisait. Il y avait du web design, il y avait de la 3D ou plus du graphisme et tout ça. Moi, je me suis orienté vers la 3D assez rapidement parce que je trouvais ça intéressant de voir les personnages bouger, prendre vie en 3D. Puis en parallèle, j'ai dessiné un peu pour moi et puis, au fur de mon cursus comme ça dans cette école, j'ai découvert un peu les productions d'autres écoles, en l'occurrence les Gobelins, Super Infocom, d'autres des écoles qui font de la 2D, de la 3D. Et j'ai commencé à m'intéresser plus à un côté assez scientifique. Il y a une sorte d'écho, non? Une sorte d'écho chelou là. De bruit bizarre, un bruit métallique.
Ça vient. Attends, A priori, ça vient pas de nous. ok. Donc ouais, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à ce genre de choses. C'est pas ta chaise par hasard. Non, c'est pas ma chaise. Mais par contre, ça peut être peut-être votre micro qui est trop fort ou peut-être le mien qui est trop fort. Attends, je vais baisser un peu mon micro. Tac. Donc ouais, donc je reviens sur cette partie-là que j'ai fait dans cette première école à l'IM. Et du coup, bah, je me suis habitué au fur et à mesure à comment dire à l'utilisation de la 3D, un petit peu à un certain principe d'animation. Puis après, je me suis rendu compte que c'était assez limité artistiquement. C'était plus une formation technique qu'on avait. Et du coup, j'ai voulu changer d'école et je me suis concentré sur des concours avec différentes écoles. Je me souviens que j'avais visité l'MK, donc c'est ce qu'on aurait pu être une école. Mais au final, bah, je sais pas pourquoi j'ai pas choisi ça. Je me suis concentré sur Infocom. Moi aussi, j'ai failli aller à Superfocom. Hein. Ouais, voilà, tu vois. Et du coup, bah, une fois que je suis allé à Superfocom, bah, c'est reparti et je suis arrivé en troisième année et ça s'est concentré sur de la 3D aussi. Donc j'étais un peu frustré parce que j'aurais bien aimé, j'avais vu qu'ils faisaient un peu de 2D aussi et tout, mais en fait, pas tant que ça. Du coup, j'aurais bien aimé voir un peu, explorer plus la 2D à l'époque. Mais du coup, c'était full 3D, donc je suis arrivé, j'avais déjà des bases et tout, donc ça a été Pour plutôt les simple. gens, je Comment? précise un truc pour les gens qui auraient peut-être pas bien compris, c'est que Mehdi, en fait, il a fait une formation spécialisée en 3D, en animation, enfin, c'était général, donc tu as fait modélisation, animation, rendu, etc. Ouais. Mais c'était vraiment une formation 100% 3D. Et malgré ça, en fait, tu te retrouves au Japon à faire de l'animation 2D uniquement. Ouais, comme quoi, en fait, les études, ça. Enfin, moi, je suis l'exemple du fait que pour ceux qui sont un peu fatalistes en mode ouais, j'ai pas fait les gobelins, j'ai pas Ouais, fait l'école, je peux pas aller, je peux pas faire d'animation 2D. Enfin, c'est complètement erroné en fait. ouais, je C'est pense vrai que que c'est c'est important ah ouais. de préciser ça. Moi, je connais d'autres personnes dans ce cas-là, des gens qui. Ouais, il y en a qui traînent ça pendant un bon bout de temps même après l'école. En fait, c'est pas du tout bloquant. Hein. Il y a un très très bon animateur au Japon qui avait pas fait les gobelins, par exemple, il a fait l'MK, mais pareil, Cédric, tu vois, Cédric ouais. Leroy. Ouais. Et il a fait de la 3D au départ et après il s'est reconcentré sur de la 2D et maintenant c'est un très très bon animateur, excellent animateur quoi. Enfin, c'est un no senpai quoi. Donc tout ça pour dire qu'en gros oui voilà il y en a qui me disent l'IM avec Marie Bellan, oui c'est ça exact. Du coup après bon j'ai fait Superfocom et après Superfocom je me suis dit bon bah la 3D ça a l'air compliqué pour moi, la 2D ça a l'air compliqué pour moi, la 3D c'était plus accessible. J'ai pas une formation 2D comparée à ceux des Gobelins et tout, donc je me suis lancé sur une. J'avais quand même des trucs en 2D, des petites productions 2D que je postais sur mon Vimeo. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, je vais tenter mes stages. Et j'ai eu un stage à Illumination MacGuff. Donc, c'était 3 mois comme ça de formation. Ils te prennent en programme de formation pour travailler chez eux. Au final, bah, au fur et à mesure que je fais mon stage là-bas, je me rendais compte que déjà la 3D, ça me limitait pas mal et je prenais pas autant de plaisir que quand je faisais de la 2D pour moi. Et en plus de ça, bah, la logique un peu de studio, de gros studios, tout ça, ça m'a pas trop plu. Du coup, ils ont voulu me reconduire à la fin du stage, mais j'ai préféré partir sur un freelance que j'avais. Il y a un gars qui m'a contacté pour un freelance, un Américain qui m'a contacté pour un freelance, donc je préférais partir sur cette voie-là, et puis prendre le risque de mettre en freelance au départ. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça s'est très bien passé, et puis j'ai enchaîné un peu les freelances pendant quelques mois. J'ai également été à Strasbourg, au studio Amopix, pour continuer du freelance en 2D. Et entre-temps, en fait, j'ai décidé d'aller voir mon père qui travaillait à Dubaï à l'époque. Donc, je suis parti le voir là-bas et puis j'en ai profité pour voir un peu ce qui se faisait dans l'animation là-bas. Donc, j'ai visité quelques studios et puis j'ai rencontré des gens qui ont fait un film d'animation qui s'appelle Emara, qui a fait un peu une sorte de buzz à l'époque. Puis au final, j'étais presque à deux doigts de bosser avec eux. Au final, j'ai préféré ne pas le faire. Et faut dire qu'entre-temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon film de fin d'études, qui avait été sélectionné quasiment nulle part, a été sélectionné au Japon, au festival de Nagoya. Tu vois, voilà, c'est la petite faille là qui a commencé à m'orienter vers le Japon, tu vois. Moi, le Japon, tout le monde m'avait dit autour de moi, ouais, c'est pas possible de bosser au Japon, c'est trop dur, c'est pas fait pour nous et tout. Enfin, j'avais intégré ce truc-là, c'est comme quoi c'était pas la peine d'y penser. Et du coup, bah, je me suis dit, enfin, en tout cas dans l'animation japonaise traditionnelle, Sakuga et tout ça, quoi.
Donc en allant à ce festival-là, j'ai fait quelques contacts. J'ai rencontré le patron de Polygon Pictures, j'ai rencontré pas mal de gens de l'animation japonaise. Il y a aussi une école qui s'appelait Tridento, où j'ai rencontré les gens qui bossaient là-bas et tout. Du coup, j'ai été fasciné par le pays en arrivant. Les gens, la nourriture, l'architecture, l'ambiance. En fait, et plus que, enfin, vraiment, j'étais pas du tout de base. Enfin, moi, j'ai prévu d'aller travailler à Londres à la base, en fait, parce que j'avais beaucoup de gens qui bossaient là-bas. Je voulais bosser avec des studios comme The Line Animation ou Golden Wolf. Tout ça, c'était vraiment ce que je voulais faire. Tu te Et destinais en pas allant au Japon, forcément à en voyant ça la et culture, vraiment, ouais, ouais, t'as eu un coup de cœur, quoi. ouais, voilà, j'ai eu une sorte de coup de cœur assez fort. Et je me suis dit, écoute, tant pis, je vais pas me faire chier à essayer de bosser dans des studios où tout le monde veut aller, ils veulent tous aller à Pixar, à truc, même à Londres, il y a des studios à ses côtés et tout ça. Je me suis dit, tu sais quoi, enfin, je me suis mis en mode shonen à l'école. Là, j'avais envie un peu d'arrêter, de me dire, voilà, je vais profiter du Japon, profiter de ce que j'ai acquis comme compétence pour pouvoir voyager et me faire un peu plaisir pour moi, quoi. Du coup, j'ai eu contact avec. Passé. Ouais, voilà. C'est pas du tout ce qui s'est passé, hein, au final. Donc, au final, ouais, je me suis mis avec une boîte qui s'appelait Daisy. Et j'ai pu faire quelques petits trucs d'animation 2D pour eux, plus de la 3D pour du jeu vidéo, des choses comme ça. Je profitais en même temps du pays, je me suis fait pas mal de connaissances là-bas. C'est là où je vous ai rencontré Ken et toi à l'époque. Et aussi Eddie Meong de Yapico. Je les avais rencontrés, on allait voir Game of Thrones à l'époque au studio. C'était sympa, c'était une bonne ambiance. On faisait pas mal de soirées et tout ça, donc sans me rendre compte, j'ai fait du réseautage, mais moi c'était juste, voilà, je rencontrais des gens, c'était cool. Et voilà. C'est venu comme ça. Voilà. Et puis à un moment donné, avec la boîte, avec Daisy, enfin, j'en ai eu un peu marre du fait de faire de la 3D et tout ça. Ça m'avait vraiment, enfin, vraiment, je voulais échapper à ce truc-là. Puis derrière, comme je connaissais Eddie qui était le boss de Yapico et qui faisait de l'animation Sakuga et tout, je me suis dit, bah écoute, je me suis pas dit que j'allais bosser pour lui parce que j'avais pas les compétences et tout, mais vu qu'il avait un petit studio et que c'était une ambiance bon enfant, au lieu de bosser de chez moi, je lui ai dit, ouais, si tu veux, moi je suis chaud de venir au studio pour bosser sur mes projets et tout. Et si ça te dérange pas, si ça te besoin, je peux même te payer une petite partie et tout. Et il me fait, non, mais t'es bienvenu et tout, vas-y, si tu veux, tu peux te poser là, pas de problème. Donc il est super sympa et tout, m'offre une petite place, juste comme ça. Et moi je bossais sur mes projets freelance, puis on bouffait des fois le midi ensemble, et puis on mettait le soir Game of Thrones, etc. Et puis, c'est là où j'ai connu Ken. Parce que toi, Ken, t'es arrivé au studio quasiment un petit peu avant moi, mais et là, toi, t'étais employé. Juste quelques mois. Toi, t'étais employé par le studio, du coup. Et donc, et à ce moment-là, en fait, Eddie, il a commencé à nous confier, enfin, il a commencé à confier à Ken du Genga. Donc, c'est l'animation clé. Et moi, je bossais sur mes trucs et Eddie m'a filé quelques petits projets japonais qui se rapprochaient du Genga. Tu vois, genre, j'ai fait une petite animation de Shingeki no Kyojin pour une appli, quoi. Ça a plutôt bien marché. Il y a pas mal de gens qui ont été un peu impliqués dans ce truc-là. Enfin, 3-4 personnes, on va dire. C'est pas autant, enfin, pas non plus. Et du coup, moi, je me suis occupé de l'animation principale du personnage et tout. Ça a plutôt bien marché. Du coup, Eddie m'a dit, ouais, ça vous tenterait pas, les gars, de bosser sur un projet japonais Genga ensemble et tout, avec Ken. Et j'ai fait, ouais, ça peut être sympa, moi. Enfin, ça serait une expérience pour moi. Pour le coup, ouais, je pensais pas pouvoir faire ça un jour. Je me suis dit, vas-y, je teste une fois et puis au moins, ça sera marrant, quoi. Mais genre, plus en mode, je teste et puis, bon, on verra après, quoi. Ouais, et puis ce qui est marrant, en fait, ce qui s'en est suivi après, c'est que vous avez bossé avec Ken vous avez bossé en tant que freelance, vous étiez à Yapico, mais vous avez bossé en tant qu'animateur freelance pour plein de projets différents, de plein de studios japonais différents. Et ce qui était marrant, c'est que vous étiez très souvent un peu en duo, en fait, tous les deux. Il y avait de temps en temps. Déjà, pour être honnête, j'avais très vite besoin de l'aide de Ken parce que comme j'avais pas fait de doga au départ, j'étais paumé en fait sur tout le système. Il y a tout un système d'annotation, un système de feuilles de temps, un système de layers, comment tu dois mettre tes layers. Parce que tu peux pas juste animer comme ça sur ton Tipeee Paint, balancer ton Tipeee Paint et il se débrouille, et c'est pas possible. Ils bossent encore beaucoup sur papier, ils ont tout un pipe à respecter et c'est des choses qui sont connues entre les studios. Et alors moi au début, j'animais les premiers plans tranquilles, tu sais, en mode je me craquais pour essayer de tenir le modèle à la japonaise parce que c'était nouveau pour moi des modèles aussi complexes et tout. Puis au bout d'un moment, je pensais avoir fini, je me dis voilà, ça va, j'ai fini quasiment une journée avant et tout. Et là Ken il me fait ouais attends, il faut faire ça et ça. Et là quand il m'a expliqué tout ça, j'ai halluciné.
fallait que j'écrive plein de trucs en japonais. Pour moi, c'était ça, je le voyais comme ça. Écrire plein de trucs en japonais, comment dire, que je fasse toutes les feuilles de temps avec tous les timecodes, etc. Voilà, j'étais choqué. J'étais vraiment choqué. Et c'était une grosse masse de travail que j'avais complètement pas prévu, quoi. Et du coup, j'ai pas Juste, pu. j'interromps un tout petit peu. On a eu un commentaire sur le son là. Donc on a baissé un petit peu le son de notre côté. J'espère que c'est mieux. Ah, ok. Vous nous dites en tout cas s'il y a des problèmes de son. On essaiera de régler ça. Ok. Donc voilà. Du coup, après, première expérience, je me suis dit, ouais, plus jamais je rebosse pour l'animation japonaise, c'est trop galère. J'ai passé 2 jours de plus sur le plan juste pour faire les annotations. Et du coup, j'ai dit, ouais, non, c'est mort. Je dis à Kenwa, c'est foutu, c'est foutu l'animation japonaise. Sauf que là, après, on va arriver sur notre histoire commune avec tout le monde. Du coup, il y avait Dragon Ball super. En fait, il y avait un animateur de Yapiko, un animateur japonais qui s'appelle Shimizu-san, Hiroshi Shimizu, qui a eu des propositions pour bosser sur Dragon Ball, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Non, c'était pas ça. C'est en fait Shimizu-san, il avait bossé sur le film Dragon Ball, la résurrection de F. Ouais, Et en fait, Eddie, il voulait bosser sur Dragon Ball Super. Ouais, voilà. Et il a dit ça à Shimizu-san. Et Shimizu-san, il avait justement le contact de la Toei. Ok. Et il a contacté la Toei. Ouais, j'ai des jeunes Français, ils voudraient bosser et tout. Puis on rencontre, et les gens de la Toei sont venus à Yapiko. Ils nous ont parlé justement si on, ils sont venus nous rencontrer pour savoir qui on était et tout. Puis ils ont dit ok, on est d'accord que vous bossiez sur Dragon Ball, la série. Sauf qu'en termes de schedule, ça n'a pas trop marché et tout. Oui, voilà. Et puis cette série, ça peut pas se. Mais sinon, le film, ça vous intéresse ou pas? Voilà, ça a été poussé un peu comme ça et. Oui, le film, oui, ça nous intéresse. Et on était là, ouais, genre, on disait oui, mais dans la tête, c'était ouais, putain. Ouais, c'était vraiment ça, ouais, c'était content. Enfin, personnellement, moi, Dragon Ball, j'avais une attache, j'ai regardé ça quand j'étais petit et tout. Eddie aussi, mais dis-toi un peu moins, je crois. Un Ouais, peu plus. je regardais un peu, mais j'ai pas vraiment suivi tout le truc, quoi. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'ils nous ont filé le storyboard, ils ont dit choisissez vos plans. Et là, ça a été le moment où on a beaucoup débattu avec Ken et Eddie parce qu'il y avait des plans de folie et puis il y avait des trucs. Enfin, on a dû choisir au départ une sorte de compromis où c'était pas trop chaud, mais qu'en même temps, et en même temps, il n'y avait pas trop de plans. Une sorte de. Est-ce que, juste là, vous êtes parti. Pardon. Est-ce qu'on parlerait pas de nos premières expériences vraiment au travail au Japon plus tard? Bah, si, là, on a doucement dû faire qui vers ça. En fait, c'est. On passe aux questions. Non, mais plus tard, je veux dire, dans une autre occasion, parce que là, on arrive bientôt à la fin de l'heure. Ouais. On peut un peu déborder. Ouais, bien sûr, on n'est pas au pied. Moi, j'ai des questions qui viennent de la dernière fois où j'ai fait le sondage sur juste, j'aurais terminé en fait sur un truc dans une espèce de résumé, parce que c'est une question qui revient très souvent et c'est ça qu'on voulait aborder sur le premier live. On ne sait pas s'il y en aura d'autres après, mais on espère. C'est en gros comment est-ce qu'on en arrive à travailler au Japon. Ce qui est intéressant de faire un live à plusieurs, c'est qu'on a tous les trois des expériences vraiment différentes. Ouais. Et donc de voir que entre Ken qui a de lui-même en fait contacté les studios en écrivant des mails en japonais, qui a obtenu un stage puis un deuxième et qui en fait par des contacts du milieu comme ça a eu son premier boulot à Graphinica. Donc ça c'est des opportunités, une des possibilités. C'est vrai que le japonais, je pense que ça t'a pas mal aidé, le fait de pouvoir parler japonais. Ouais, toi Mehdi, comme tu expliquais, c'était vraiment, il y a eu des concours de circonstances. Ouais, t'es arrivé en fait c'est vrai qu'il y a Pico à l'époque où tu as commencé à venir bosser dans les locaux, c'est un peu la porte ouverte, quoi. Ouais, carrément. Petit studio. Clairement, il y avait la porte était complètement ouverte pour ça. Ouais, on pouvait rentrer très facilement. Moi, je sais que j'étais venu travailler quelques fois pour faire des petits boulots en à côté. J'étais à Satellite à l'époque. Et de temps en temps, en fait, je sais qu'à un moment donné, j'ai dû faire un storyboard, une partie d'un storyboard pour Last Man, et puis je le faisais à Yapiko. Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai eu une période d'un peu de creux où j'ai travaillé pour Mappa aussi, mais je travaillais à partir de Yapiko. Donc ouais, c'était un environnement de travail
quand on était français au Japon à l'époque et qu'on voulait se lancer dans l'animation japonaise, c'était l'endroit où il fallait être, quoi. Parce que ça crée pas mal d'opportunités comme ça. Moi, ma toute première expérience de travail au Japon, comme j'en parlais un petit peu tout à l'heure, j'avais pas spécialement d'objectifs hyper clairs et hyper précis focalisés sur le Japon. C'était une option que j'envisageais. C'est vrai que ça m'intéressait bien, mais je me voyais pas. On m'avait dit qu'il fallait apprendre le japonais, qu'il fallait. Voilà. Et puis surtout, en fait, j'imaginais pas tellement d'autres choses que de venir travailler en tant qu'animateur comme vous. Et on m'avait dit que les salaires étaient très bas, qu'il fallait commencer au bas de l'échelle, que tu travaillais comme un fou, qu'il fallait apprendre à parler japonais, qu'il fallait déménager à l'autre bout du monde, etc. C'était clairement un peu au-dessus de ce que je me sentais capable de faire. Et donc je parlais d'Alexandre Ullman, aka Malek, donc qui lui essayait de me motiver parce qu'il était déjà sur place en stage et puis il vivait sa meilleure vie au Japon que je suivais par blog à l'époque. Et c'est vrai que ça commençait à me travailler pas mal, ça me donnait vraiment envie. Il y avait Anaïs Chevillard aussi qui était là, que je voyais, enfin les deux je les voyais, j'entendais leur récit du Japon, ça me donnait vraiment envie. Et c'est en fait à un moment donné, Malek qui est rentré en France parce qu'il était parti faire son stage sans visa de travail. Il était rentré en France pour pouvoir se faire un visa vacances-travail pour pouvoir repartir directement après au Japon. Et c'est à sa soirée de départ que je discute avec un gars, Jean-Louis Vandestock, patron de Yapiko, cofondateur de Yapiko, qui à l'époque, Yapiko n'existait pas à l'époque. Hein. Et Jean-Louis, il a jamais travaillé au Japon, mais il se trouve qu'à l'époque, il revenait à peine d'un voyage au Japon. Et il avait rencontré Thomas Romain là-bas, qui était en train de créer son projet Basquash. Et donc je parle avec Jean-Louis un peu par hasard comme ça. Puis dans le cours de la conversation, il me fait « Mais toi, ça te dirait de partir au Japon, travailler ?» C'était la phrase qui a fait basculer mon destin. Je lui ai dit « Bah oui, bien sûr. » Oui, il a des petites gouttes d'eau qui fait déborder le vase, quoi. C'est ça, ouais. J'avais super envie. Je me suis débrouillé en quelques jours pour avoir le mail de Thomas Romain. Je lui ai écrit un mail. On a discuté. Je lui ai montré un petit peu les dessins que je faisais. Lui, à l'époque, ça tombait pile poil parce qu'il son designer principal sur Basquash, un designer français, ne pouvait pas rester au Japon plus d'un an. Il avait prévu de rentrer. Il cherchait quelqu'un pour le remplacer. Et c'est là où, en fait, voilà, il y a un poste qui s'est libéré. J'étais là et en voyant mon boulot, Thomas s'est dit que ça pouvait le faire. Et en gros, je suis passé en un peu plus d'une semaine, je suis passé de j'aimerais bien un jour aller travailler au Japon peut-être à en fait je pars travailler au Japon dans 3 mois. Et l'énorme avantage en fait de travailler avec Thomas, c'est que j'étais au sein d'une petite équipe de Français. J'étais dans une petite équipe de Français au sein du studio Satellite. J'avais donc pas besoin de parler japonais. Juste un petit truc, je vois que le live en fait il est limité à 1 heure. Donc c'est juste pour vous prévenir que là il reste genre 1 minute 40. Oh my god! C'est Instagram qui fait ça. Pas qu'on soit coupé en Tu crois qu'est-ce qu'on fait? On interrompt une fois, on relance ou, ouais, si tu veux, on peut relancer. Si vous voulez rester un peu plus longtemps, on peut arrêter là quand vous sentez. Ouais. Moi, enfin bon, j'ai pas d'autres choses à rajouter sur cette anecdote-là. Après, on n'a peut-être pas plus suffisamment de temps pour répondre aux questions, c'est le seul truc. En fait. Oui, c'est ça. Ouais. Si on peut répondre rapidement à quelques questions. Ouais, on va éventuellement relancer un peu le live si on n'a pas le temps de répondre à plusieurs questions. On va relancer le live. Ouais, relance le live. On le relance maintenant, Pierre? Ouais. Ok, pour ceux qui sont en train de regarder, revenez, hein, on relance le live juste maintenant là. À tout de suite. À tout de suite. C'est trop marrant.